Dans cette première histoire, nous allons suivre le témoignage de Judy. Judy nous dit que son histoire se passe un matin comme les autres où elle était en famille. Pour faire une activité tous ensemble, la famille a décidé de partir faire une randonnée. Aller se balader, comme ça, dans un endroit qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter pour visiter un petit peu les alentours, découvrir la nature et faire une promenade en plein air. La famille se rend donc au lieu de la randonnée, tout le monde sort de la voiture et ensuite la randonnée commence. Tout se passe plutôt bien, la famille croise de temps en temps des personnes qui ont eu la même idée qu'eux, c'est-à-dire faire une randonnée. Et à un moment donné, Judy a remarqué, alors que la famille marchait tous ensemble, que son père, lui, était un peu devant, éloigné. Elle a trouvé ça un peu étrange, sachant que la famille était là pour passer un moment ensemble, que son père, s'éloigne du groupe comme ça. Ce n'est qu'une fois que la randonnée s'est terminée que là, le père a expliqué les raisons de son comportement étrange. Plus tôt, alors que le père était en train de marcher tout seul, il a senti comme si quelqu'un lui poussait l'épaule. Il s'est arrêté et s'est retourné immédiatement pour voir ce que c'était. Il a vu une personne aux cheveux longs habillée tout de blanc. Le père se dit que c'est quelqu'un qui fait également une randonnée, donc il a fait quelques pas pour laisser la personne passer, sauf que pour ce faire, il a détourné un peu son regard. Et quand il a voulu reposer ses yeux sur la dite personne, elle avait disparu. Il était impossible que la personne ait pris un autre chemin ou qu'elle soit allée hors de vue rapidement parce que le chemin où se trouvait le père était une grande ligne droite. C'était le seul chemin possible. L'homme était obligé soit de passer à côté du père, soit de faire demi-tour, mais dans tous les cas, il n'était pas censé disparaître comme ça. C'est cet événement qui a fait que le père a beaucoup réfléchi, seul pendant le reste de la randonnée, car lui-même ne comprenait pas ce qu'il venait de vivre. La famille a décidé d'un commun accord de ne plus jamais revenir sur ce chemin de randonnée, celui qu'ils ont emprunté et où s'est passé cet événement étrange, et depuis, il ne s'est plus rien passé de la sorte. C'est là que le témoignage de Judy se termine. Je vous l'avais dit dans cette vidéo, on va avoir des témoignages qui peuvent relater d'histoires mystérieuses. Ici, c'est compliqué à dire ce qu'on peut avoir. Sans savoir vraiment quel est le chemin qui a été emprunté, on ne peut pas vraiment écarter le fait que la personne en question ait pris un autre chemin. Peut-être que la personne aux cheveux longs et avec les vêtements blancs connaissait bien le chemin et a su prendre un chemin qui était inconnu du grand public ou des touristes. Ça, c'est pour la partie rationnelle. Et si on part sur quelque chose de plus mystique, de paranormal, donc clairement, on va dire la position dans laquelle se place Judy qui m'a raconté son histoire, on peut effectivement se dire qu'il y a eu apparition fantomatique. Après, en pleine journée, c'est sûr que ça surprend, on est plus habitué à ce que ça se passe par exemple de nuit ou un peu plus tard dans la journée. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se renseigner sur l'histoire du fameux chemin de randonnée. Est-ce qu'il y a des témoignages similaires? Est-ce qu'il y a, je sais pas, eu des morts sur ce chemin? Qui sait, peut-être que ça pourrait apporter quelques éléments de réponse, mais en l'état, avec les informations que j'ai, c'est assez compliqué de se positionner sur quoi que ce soit. Donc, je compte sur vous en commentaire pour me donner votre avis. Peut-être que vous-même avez-vous déjà eu ce type d'expérience, c'est-à-dire croiser quelqu'un et dès que vous reposez les yeux sur la personne, elle n'est plus là. Nous allons maintenant nous plonger pour cette seconde histoire dans le témoignage de Julie. Julie nous dit que dans ses plus lointains souvenirs d'enfance, elle a le sentiment d'avoir toujours été plutôt proche des entités spirituelles, plutôt sensible à tout ce qui concerne le paranormal. Elle-même ne dit pas que c'était des fantômes ou quoi que ce soit, mais elle était sensible à des choses que elle-même ne considérait pas normales. Pour illustrer la chose, elle nous dit qu'elle entendait des bruits de pas, ou d'autres bruits comme si des personnes fouillaient dans les armoires de sa maison, alors que elle était seule chez elle et dans une autre pièce, donc impossible que ce soit dû à son activité. Elle nous dit même que parfois des objets tombaient alors qu'ils étaient correctement posés à un endroit et donc ils n'étaient pas censés tomber, donc quelque chose en était responsable. Dans sa jeunesse, elle faisait beaucoup d'insomnie, elle ne dormait pas beaucoup, donc elle se disait que c'était probablement son état de fatigue qui faisait que son esprit lui jouait des tours, ou alors que son état de fatigue lui faisait carrément des hallucinations. Sauf qu'un jour, alors qu'elle dormait chez sa grand-mère, qui vivait dans une maison très grande, totalement seule, alors que Julie faisait de nouveau des insomnies, elle s'est sentie bizarre. C'était pas un sentiment qu'elle avait à l'intérieur d'elle, c'était une sorte de sensation vis-à-vis de quelque chose d'extérieur. Elle avait en fait le sentiment de ne pas être seule dans la chambre qu'elle occupait. Vous savez, c'est ce fameux sentiment qu'on a quand on se sent observé. Par exemple, c'est ce sentiment-là qu'elle avait. Elle avait le sentiment d'une part de ne pas être seule et de plus que la présence qui était avec elle l'observait. C'était une sensation qui lui faisait peur, donc elle n'osait pas se retourner pour regarder en direction de la chose
entre guillemets, qui la mettait mal à l'aise. Quasiment toute la nuit, elle a fixé le mur, n'osant pas fermer les yeux. Elle a attendu jusqu'au petit matin, et même une fois que les premières lueurs de jour sont arrivées, elle était toujours aussi mal à l'aise. Elle a donc pris une décision. La décision inverse de ce qu'elle s'est dit pendant toute la nuit, c'est-à-dire se retourner. Elle est convaincue au plus profond d'elle-même qu'il n'y a rien, et donc en se retournant, elle constaterait effectivement qu'il n'y a rien du tout, rien qui pourrait provoquer une inquiétude, et donc le sentiment de malaise partirait aussi rapidement qu'il est venu. Donc doucement, elle se retourne, et effectivement, elle ne voit rien du tout. Elle se remet donc dans sa position initiale, et là, ses yeux se posent sur la porte d'entrée de sa chambre. Elle remarque que la porte est légèrement entrouverte, et ce qu'elle voit, c'est quelqu'un au niveau de l'entrebâillement de la porte. Elle voit une sorte de silhouette, elle est sûre que c'est un homme, mais il ne semble pas être réellement là. L'homme n'est pas très grand, il semble presque fantomatique. Julie se dit que elle a passé une nuit à ne pas dormir, donc que probablement elle est très fatiguée, en plus de base de faire des insomnies, donc elle est sûre d'un côté que ce qu'elle voit, c'est une hallucination due à son manque de sommeil, donc elle se frotte les yeux, elle essaye un peu de reprendre contrôle de son esprit, sauf que quand elle repose ses yeux sur l'entrebâillement de la porte, l'homme est toujours là. Il ne bouge pas, et il la fixe sans détourner le regard. Julie décide de se retourner, donc de faire dos à ce qu'elle voit, et là, n'ayant pas dormi de la nuit, elle s'endort. Plus tard, elle se réveille, la silhouette de l'homme qu'elle a aperçu n'est plus là, elle rejoint sa grand-mère dans la maison, et elle raconte à sa grand-mère ce qu'elle a vécu. Elle décrit l'homme plutôt précisément en disant que c'était un homme de petite taille, quelqu'un habillé en costume, avec une cravate, plutôt bien coiffée, et la grand-mère va la regarder avec un regard horrifié. Elle est blanche comme un linge, et elle lui dit quelque chose de surprenant. La grand-mère de Julie lui dit qu'elle a décrit quasiment à la perfection son propre père, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Julie, une personne qui, au moment des faits, était décédé. La grand-mère a montré une photo de l'homme à Julie et Julie immédiatement le reconnaît. C'est bien l'individu qu'elle a vu, caché derrière la porte. Julie a été très choquée, mais malgré tout, elle se demande si ce qu'elle a vu était bien réel ou si tout cela n'était que dû à des hallucinations. De par son manque de sommeil, elle se dit que peut-être elle avait déjà vu la photo de son arrière-grand-père et sans vraiment le savoir, elle l'a imaginé pendant une sorte d'hallucination. C'est là que son témoignage s'arrête et j'aimerais rebondir sur ce dernier point que je viens d'aborder. C'est vrai que on peut rêver parfois des personnes et de ce que j'ai cru comprendre, quand on rêve de personnes qu'on ne connaît pas, c'est parce que ces personnes-là, on les a rencontrées dans notre journée. Ça peut être quelqu'un qui est passé devant nous sur un trottoir, des gens qu'on n'a pas remarqué du tout, mais notre cerveau, lui, a retenu tous ces visages et peut les incruster dans nos rêves. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé dans le cas de Julie. Ça, c'est quelque chose de très terre-à-terre, rationnel. Ou alors, peut-être qu'effectivement, elle a assisté à une apparition paranormale. Dans cette troisième histoire, je vais maintenant vous partager le témoignage de Anne. Anne nous raconte qu'elle est âgée de 24 ans et qu'elle travaille dans une supérette qui se trouve dans sa ville. Elle nous dit également pour les besoins de l'histoire que c'est une personne en situation de surpoids à cause de la prise de certains médicaments. On le précise ici parce que c'est quelque chose qui a une certaine importance dans son histoire. Son travail consiste à gérer la caisse de la supérette ainsi que de veiller au rangement des différents produits dans les rayons. Et alors que cette journée était une journée en soi comme une autre, un homme est rentré dans la supérette de Anne. Au début, il se comportait comme un client tout à fait lambda, quelqu'un qui venait faire des courses, et en voyant Anne, il a commencé à lui parler et à lui poser des questions quelque peu gênantes dans la situation. Il a demandé si Anne était célibataire, où elle vivait, si elle vivait seule, des questions très personnelles. À chaque fois, Anne ne répondait pas aux questions, et elle continuait simplement de faire son travail. C'était au moment où l'homme passait en caisse qu'il posait toutes ces questions personnelles, et Anne, elle ne disait rien, elle ne faisait que ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire passer les articles dans la caisse et l'encaisser ensuite. L'homme est parti, et un autre jour, il est revenu dans la fameuse supérette. Il a encore une fois fait ses courses, comme quelqu'un le ferait normalement, sauf qu'en partant de la supérette, il a fait un bruit totalement déplacé. Il a imité le bruit que ferait un cochon. Anne n'y a pas vraiment fait attention sur le moment parce qu'elle n'est pas vraiment sûre en fait du bruit que l'homme a fait. Peut-être que il s'est raclé la gorge, peut-être qu'il a fait un bruit juste en sortant, elle ne l'a pas pris pour elle, mais elle a quand même parlé du comportement étrange de cet homme à sa patronne. On avance encore un peu dans le temps. Anne avait fini de travailler, elle est rentrée chez elle. Sur la route, elle avait décidé d'aller acheter sa baguette de pain. Et après avoir eu sa baguette, elle est rentrée chez elle. Et elle a remarqué l'homme, qui était venu plusieurs fois dans sa supérette, patienter
devant son immeuble. Il n'était pas devant la porte de l'immeuble, il était dans sa camionnette et il patientait au feu rouge que le feu passe au vert. Anne s'est dirigée vers la porte de son immeuble, l'homme l'a aperçu et il a sorti la tête par la fenêtre et il lui a crié « Bonjour ma cochonne ». Évidemment, c'est quelque chose qui a mis Anne très mal à l'aise, ça l'a mise dans une situation de stress. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'ignorer l'homme, de ne pas lui jeter un regard, de ne pas lui parler. Mais quelque chose lui est venu en tête maintenant, c'est que maintenant l'homme savait où Anne vivait, information qu'il n'avait pas avant. Le lendemain, Anne parle de la situation à sa patronne et sa patronne dit que si jamais l'homme revient, eh bien, elle s'occupera personnellement de son cas, c'est-à-dire qu'elle va lui interdire clairement l'accès au magasin. La patronne était sur pied de guerre, elle a patienté toute la matinée du samedi que l'homme vienne pour lui interdire l'accès, sauf que l'homme n'est jamais venu. Donc, en fin de matinée, la patronne est partie, Anne, elle, travaillait toute la journée, elle finissait à 18 h, et l'homme est revenu ce jour-là vers 17 h 35. Ayant remarqué que l'homme était là, Anne a paniqué et de peur que cet homme ait un comportement de nouveau déplacé, elle appelle un collègue pour lui venir en aide si jamais il se passe quelque chose et aussi pour qu'il puisse être témoin si jamais c'était nécessaire. Sauf que il y a eu quiproquo, le collègue n'a pas compris qu'il fallait juste rester en stand-by pas loin de Anne pour voir si jamais il se passe quelque chose, il est allé directement parler à l'individu qui la faisait stresser. Le collègue a dit que l'homme était interdit de rentrer dans la supérette de par son comportement, et l'homme s'est défendu en disant qu'il avait ce comportement déplacé parce que Anne n'était selon lui pas aimable. Le ton est monté entre le collègue et l'homme au comportement déplacé. Finalement, il a été chassé du magasin, sauf qu'il n'est pas parti, il n'est pas rentré chez lui ou il n'est pas allé ailleurs. Ce que cet homme a décidé de faire, c'est d'attendre devant le magasin, assis sur un banc. Mais juste avant de partir, il a insulté Anne en la traitant de cochon et il lui a également jeté le peu d'articles qu'il avait déjà pris avec lui. C'était principalement des boissons et après, il est allé attendre devant le magasin. Il n'était pas discret, donc ça se voyait qu'il était là, qu'il était devant. Donc les collègues d'Anne ont eu une bonne réaction, ils ont décidé de raccompagner Anne chez elle au cas où pour éviter que quelque chose de grave ne se produise. Elle est rentrée chez elle, sans souci, sauf que depuis, cet homme attend toujours devant le magasin. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il attend le moment opportun pour lui pour faire du mal à Anne? On ne sait pas. Est-ce qu'il veut de nouveau l'harceler? Ça, c'est un mystère. La patronne d'Anne lui a dit que, eh bien, elle avait mal agi. Alors personnellement, je ne vois pas vraiment en quoi. Je pense qu'il y a encore une fois là peut-être quiproquo, peut-être que la patronne pense que toi, Anne, tu as demandé à ton collègue d'intervenir alors que tu as juste demandé eh bien, de rester autour. Donc peut-être qu'elle se dit que tu as mal agi en disant à ton collègue d'aller parler au mec alors que toi, c'est pas ce que tu lui as demandé. C'est peut-être sur ça qu'il y a un malentendu. Quoi qu'il en soit, forcément, Anne nous dit que cette situation la met mal à l'aise, elle ne se sent pas protégée dans le magasin, vu qu'on lui dit en fait que ce qui se passe est de sa faute, ce qui n'est pas le cas, je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, elle cherche à trouver un nouveau travail pour être loin de cet homme le plus loin possible, reprendre une vie saine, où elle se sent en sécurité, et des actions sont aussi en cours auprès de la police. Donc on espère évidemment, on croise les doigts, que ces actions vont porter leurs fruits, et que cet homme arrêtera de t'embêter, de te mettre mal à l'aise, toi Anne, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci en tout cas du fond du cœur pour ton témoignage. J'ai voulu partager cette histoire-là parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive peut-être plus souvent qu'on ne le pense. On m'a déjà raconté dans mon entourage une histoire un petit peu similaire, hein, pas vraiment sur tous les points, mais avec quelqu'un qui rôde autour du lieu de travail. Et je pense que c'est le genre de choses qui arrivent bien plus fréquemment qu'on ne peut le penser. Clairement, toi Anne, la personne à qui tu as affaire, c'est un stalker. Après, quelles sont ses intentions, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que soit il va arrêter, soit il va être mis hors d'état de nuire très rapidement. Dans cette quatrième histoire, nous allons suivre le témoignage d'Ellie. Ellie nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a environ 10 ans, alors qu'elle était étudiante. Elle était à l'université et elle nous dit qu'à ce moment-là, dans sa vie, ça n'allait pas trop. Elle était un peu perdue, comme peut-être beaucoup d'entre nous pendant certaines étapes de notre vie, hein, notamment à l'université, où on se demande si on a fait les bons choix dans notre cursus scolaire. Et justement, c'était clairement la période que traversait Ellie à ce moment-là. Elle se disait, est-ce que j'ai fait le bon choix dans mes études? Qu'est-ce que je veux vraiment faire plus tard comme métier? De plus, elle venait de perdre un membre de sa famille et c'est des fois le genre de choses qui nous fait vraiment réfléchir à comment on aborde notre vie. Autre point noir sur la liste, elle souffrait de migraines chroniques, chose qui est clairement insupportable. Donc, de par cette période très difficile, Ellie s'est un petit peu éloignée de ses amis. Non pas qu'elle était en conflit avec elle, mais elle commençait à sécher pas mal les cours, donc elle les voyait beaucoup moins. Au moment des faits, le jour où il s'est passé quelque chose, on était un mardi.
Elle avait ce jour-là 4 cours, de 10h à 12h, elle avait un cours de grammaire, de 13h à 14h, un cours de russe, de 14h à 15h, un cours de littérature, et de 15h à 17h, un cours en petit comité sur la littérature. C'était pas une très bonne journée pour Ellie, parce qu'elle avait ce jour-là un cours de russe, et elle détestait sa professeure de russe. D'ailleurs, Ellie et sa prof ne s'entendaient pas très bien. La professeure, elle, avait du mal avec Ellie parce qu'elle trouvait qu'elle ne fournissait pas assez d'efforts dans son travail. Et Ellie, elle, eh bien, vis-à-vis du comportement de la professeure, ne l'aimait pas non plus. Donc, ce qu'elle s'était dit, c'est qu'elle allait sécher le cours de russe. À la place, elle comptait aller à la bibliothèque universitaire pour travailler et rattraper un devoir qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Donc, le jour J, le mardi, eh bien, elle va à son cours de grammaire. Ça se passe, et là, elle est prise d'une violente migraine. Vraiment, elle a des douleurs très fortes, donc pour elle, c'est sûr, le russe, elle ira pas. Elle va se mettre au calme à la bibliothèque universitaire. Elle mange, elle se trouve un petit coin tranquille, elle met son casque sur ses oreilles, une petite série, et elle commence à travailler. Bon, le fait d'avoir un écran, la série, travailler, donc faire cogiter ses ménages, ça fait que la migraine ne diminue pas. Au contraire, elle empire. Cependant, Ellie est plutôt contente parce qu'elle arrive plutôt bien à avancer sur son travail. Le temps passe encore et vient l'heure pour Ellie d'aller à son cours de littérature. Elle se dit que ça va lui faire peut-être du bien par rapport à sa migraine de ne pas avoir d'écran. Elle va à son cours, elle rejoint ses copines et elle a du mal à suivre le cours à cause de sa migraine. Elle essaye tant bien que mal de suivre ce que dit le professeur. Après le cours, se sentant toujours mal, elle dit à ses amis qu'elle n'ira pas au cours en plus petit comité, au TD. Elle dit à ses amis qu'elle va plutôt aller dans le calme, à la bibliothèque universitaire, finir son devoir, rentrer chez elle et se coucher. Elle se rend donc à la bibliothèque, elle se remet dans les mêmes conditions qu'un peu plus tôt quand elle a séché le cours de russe avec sa série, etc. Elle travaille, elle est plutôt contente, sa migraine ne part pas, mais elle arrive à travailler, à finir son devoir. Donc pour se récompenser, elle se dit qu'elle va juste regarder un épisode de sa série, à la bibliothèque toujours, pour se détendre un peu, et ensuite elle rentrera à la maison. Elle regarde son épisode, ensuite elle range son ordinateur et elle quitte la bibliothèque. Elle pensait qu'il commencerait à faire nuit, mais non. Il fait encore bien jour quand elle sort de la bibliothèque. Elle percute pas vraiment sur la chose, elle se dit que c'est peut-être que les jours commencent petit à petit à se rallonger. Et Ellie se dirige vers son arrêt de bus pour rentrer chez elle, et c'est là qu'elle croise ses amis, qui sont assis sur un banc. Ses amis l'interpellent et lui disent « Ah, t'es là ? Mais t'as mangé toute seule ? Bon allez viens, on va rater le cours de russe. » Tout de suite, dans la tête d'Ellie, c'est l'incompréhension. Pour elle, elle a déjà séché le cours de russe. Elle demande donc à ses amis si le cours a été décalé. Ses amis la regardent bizarrement, lui disent que non. Et là, Ellie sort son téléphone. Plus de batterie. Et ses amis lui disent « Mais t'es bête ? Il est 13h. » Ellie regarde un peu autour d'elle. Elle se rend compte que le jour n'est pas sur le point de se terminer, on est en plein milieu de la journée. Donc finalement Ellie suit ses amis au cours de russe et elle voit là une horloge qui confirme qu'effectivement il n'est pas du tout 18h30 mais qu'il est plus vers 13h. Elle raconte du coup ce qu'elle pense être un rêve à ses amis, qu'elle était partie faire sa dissertation à la bibliothèque universitaire et ses amis se moquent d'elle en lui disant que ses rêves à elle ils sont pas très fun quoi, si elle rêve qu'elle fait des devoirs, bof. Ellie laisse couler. Et elle se rend ensuite au fameux cours de littérature dont elle avait peut-être en fait déjà rêvé. Elle y va et à sa grande surprise, c'est exactement comme dans son rêve. Elle revit 2 fois le même moment. Donc elle se dit mais c'est bizarre, donc elle se dit mais tiens, est-ce que les activités que j'ai fait du coup dans mon rêve, entre guillemets, c'est-à-dire sa fameuse dissertation, eh bien cette activité-là n'a jamais existé ou alors est-ce qu'il en reste des traces? Elle ouvre donc son ordinateur et effectivement, sa dissertation est terminée. Donc là pour elle, c'est une totale incompréhension. Comment pourrait-elle avoir ce travail alors que si on s'en tient vraiment à la réalité des faits, eh bien elle n'aurait jamais eu le temps de le faire vu qu'elle n'a pas séché le cours pour aller à la bibliothèque et faire la dissertation. C'est très étrange. En plus, elle a plein de sensations de déjà-vu, que ce soit dans le cours, que ce soit dans les conversations avec ses amis. Quoi qu'il en soit, la journée se termine. Ellie rentre chez elle, elle essaye de brancher son téléphone, sauf que son téléphone ne marche toujours pas. Bon, elle s'est rendue compte plus tard en l'envoyant en réparation qu'en fait la batterie était totalement morte. Elle a beaucoup réfléchi pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Car encore aujourd'hui, elle ne explique pas vraiment. Il y a d'un côté l'aspect terre à terre et d'un autre côté l'aspect un peu plus étrange. Mais quoi qu'il en soit, elle s'est rendue compte qu'à partir du moment où, entre guillemets, sa journée a repris, sa migraine avait totalement disparu. Et depuis, elle fait toujours des migraines, mais moins souvent et beaucoup moins virulentes. Ellie se dit 2 choses. Le truc assez particulier qu'elle se dit, c'est que peut-être, après ça faut y croire, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, que peut-être en gros, elle a vécu une sorte de boucle temporelle, enfin
c'est compliqué à expliquer, mais qu'en gros elle a vécu 2 fois le même moment. L'autre possibilité, le truc très terre à terre, c'est qu'en fait elle aurait, et elle ne sait pas vraiment comment ce serait possible, mais fait tout ce qu'elle avait à faire, qu'elle aurait mangé, fait sa disserte, et qu'elle aurait même fait une sieste pendant sa pause déjeuner, et que des éléments, ici et là, peut-être que, eh bien, elle s'était fait spoiler sa série, donc elle savait ce qui allait se passer, et c'est pour ça qu'elle en a rêvé, peut-être que, eh bien, vu qu'elle est étudiante en littérature, elle sait comment les cours un petit peu s'agencent, de quoi ça va parler, etc. Donc peut-être que c'était pas compliqué de rêver de quoi pouvait parler le cours. Elle connaissait ses amis, donc peut-être qu'elle a rêvé de leurs réactions qui étaient très réalistes. Donc pour elle, il y a ces 2 possibilités. Ça ne lui est jamais arrivé de nouveau. En fait, elle a la sensation d'avoir été dans une boucle. Elle a eu énormément de déjà-vu qu'elle n'explique pas. C'est quelque chose de mystérieux. On n'a pas nécessairement de réponse, peut-être qu'il y a des explications rationnelles qui permettraient de comprendre point par point pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça, etc. etc. Après, la solution la plus simple, c'est la solution du mystère, où on se dit que peut-être elle aurait vécu cette fameuse boucle temporelle. Merci à toi Ellie pour ton témoignage, c'est le type d'histoire que je voulais vous partager parce que j'en avais jamais vu. J'en ai jamais vu, peut-être que j'en ai vu sur Reddit ou des trucs comme ça, ou dans des cas vraiment très spécifique quand tu recherches sur le sujet, mais venant d'un ou d'une abonnée, ça m'était jamais arrivé, d'où le fait que j'ai voulu vous partager cette histoire. N'hésitez pas vous à réagir en commentaire pour dire ce que eh bien, vous pensez de tout cela. Mais c'est vrai que le lien en plus avec le fait que les migraines à partir de ce moment-là ont commencé à être moins violentes et moins régulières, c'est bizarre. Peut-être que ton esprit t'a joué des tours. Je sais que personnellement, quand j'ai de fortes migraines et que du coup je vais me coucher, je crois que c'est là que je fais les rêves les plus étranges. Peut-être parce que notre cerveau travaille énormément et du coup ça joue, je ne sais pas, je suis pas du tout spécialisé là-dedans, mais je me dis, c'est ma théorie de comptoir. Pour cette dernière histoire, je vais vous parler du témoignage de Clara. Clara nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle était au CE2. À l'époque, elle avait une nourrice parce que sa mère, elle, travaillait le matin, également l'après-midi, et régulièrement le soir. Son frère lui était en CM2 et après l'école, il allait au foot. Donc le soir, elle ne pouvait pas rester seule, d'où le fait qu'il y ait une nourrice. Tout se passait bien. Au début, cette nourrice s'occupait bien de Clara, elle se rendait chez elle à pied. C'était à peu près à 5 minutes, donc elle pouvait faire le trajet seule. Avec la nourrice, il y avait d'autres enfants, et bien que Clara était timide, elle les aimait beaucoup, donc ça se passait plutôt bien. Tout s'est bien passé pendant 1 an, et Clara est donc rentrée en CM1. Elle s'entendait bien avec ses camarades de classe, quand il y avait des anniversaires, elle demandait à sa mère de préparer des beignets. Vraiment, elle avait une vie totalement classique pour une petite fille. Un jour, Clara était chez la nourrice après l'école, elle prenait son goûter tranquillement dans la cuisine. Il y avait avec elle d'autres enfants, un garçon et sa grande sœur. 2 enfants qui allaient dans la même école que Clara, elle les connaissait un petit peu, donc ils s'entendaient bien, ils passaient du bon temps ensemble. D'ailleurs, à cette époque-là, Clara avait un petit crush sur le garçon, mais elle lui a jamais dit parce que elle était un peu timide, elle avait peur que ce ne soit pas réciproque. Après son goûter, Clara s'est levée et elle est allée se poser tranquillement sur le canapé pour regarder la télévision. C'est là qu'elle a entendu des bruits de pas, c'était un homme, et cet homme c'était le mari de la nourrice. Cet homme avait la soixantaine et il est arrivé dans la pièce, il a regardé Clara et il a dit sur un ton assez particulier « Ah, j'aime les enfants ». Clara qualifie ce ton de ton pervers. Après, il s'est assis sur le canapé à côté de Clara et il a posé sa main sur sa hanche. Clara l'a regardé droit dans les yeux, elle sentait que l'homme puait l'alcool, il puait la cigarette. C'était insupportable pour elle, donc elle a enlevé la main de l'homme qui était sur sa hanche et elle est ensuite partie dans la cuisine. Elle était très mal à l'aise, elle patientait, un peu en stress, jusqu'à 18 h que son frère vienne la chercher, et une fois rentrée à la maison, Clara n'a rien dit. Elle savait que le comportement de l'homme était bizarre, mais elle n'a pas voulu dire quoi que ce soit à sa famille pour ne pas les inquiéter. Le lendemain, Clara s'est rendue de nouveau chez la nourrice, mais bizarrement, les enfants qui étaient habituellement avec elle, cette fois-ci n'étaient pas là. Au début, elle se dit que peut-être les parents avaient pris leur journée, donc leur absence n'allait durer qu'un soir. Mais non, ils ne sont plus jamais revenus chez la nourrice. Clara se considérait un peu comme chanceuse parce que du coup sa nourrice ne s'occupait que d'elle, elle l'emmenait à l'école, elle la ramenait, elle lui faisait à manger, mais un jour tout a basculé. Sa nourrice lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'emmener à l'école ni la ramener parce que sa fille venait d'avoir un bébé. Donc, la personne qui allait s'occuper d'elle, ça allait être son mari. Évidemment, Clara était très anxieuse, elle se sentait très mal à l'aise en sa présence parce que l'homme continuait d'avoir un comportement très étrange. C'est pour dire, une fois, alors qu'il accompagnait Clara en voiture, il conduisait une fourgonnette blanche, il accompagnait également un autre garçon. Le garçon voulait s'asseoir devant, mais l'homme a insisté pour que non, ce soit Clara qui s'assoie à ses côtés. Et pendant tout le trajet, Clara s'est sentie épiée.
L'homme n'arrêtait pas de regarder ses jambes, ses hanches et sa poitrine. Clara ne bougeait pas, elle était tétanisée par la peur à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, quelques jours après, pareil, le garçon qui était venu dans le véhicule avec Clara ce jour-là n'est plus jamais revenu avec elle et avec cet homme. Clara ne comprenait pas pourquoi il y avait autant d'enfants qui étaient pris en charge mais qui ne restaient pas. Peut-être que ces enfants parlaient à leurs parents et que les parents décidaient, peut-être vis-à-vis du comportement qui a été vu, eh bien, de ne plus les confier à la nourrice et à son mari. Se retrouvant maintenant seul avec cet homme, les choses ont encore une fois dégénéré. L'homme avait un comportement de plus en plus déplacé. Il passait sa main dans les sous-vêtements de Clara, il soulevait son t-shirt ou il déboutonnait sa chemise. Clara, elle, essayait de se défendre, mais l'homme était très imposant par rapport à elle, donc à chaque fois, elle n'y arrivait pas. Clara ne voulait plus que cet homme l'accompagne, donc elle a commencé à vouloir rentrer chez elle à pied, sauf que l'homme à chaque fois l'attendait, finalement elle montait avec lui pour ne pas inquiéter sa mère. Chaque fois qu'elle était en sa compagnie, son estomac était serré, elle avait le ventre noué, et même une fois, alors que l'homme avait déposé Clara devant l'école, il l'a attrapée par le bras alors qu'elle se précipitait pour quitter sa présence, il a rapproché son visage du sien et il l'a embrassée avec la langue. Vous l'avez compris, Clara a subi des attouchements de la part du mari de sa nourrice. Pendant un long moment, c'est quelque chose qui l'a marquée, qui l'a traumatisée. Elle essayait au mieux de ne pas se faire accompagner par cet homme parce que elle savait que ce qui se passait là n'était pas normal. Elle n'en a jamais parlé à sa mère se doutait de quelque chose. Pas de la gravité de la situation, mais elle se doutait que quelque chose n'allait pas. Parce que Clara sentait souvent la cigarette et Clara lui disait que c'était parce que le mari de la nourrice fumait. Finalement, Clara a réussi à arrêter d'aller chez cette nourrice et chez son abominable mari en convainquant sa mère qu'elle était maintenant suffisamment grande pour se gérer elle-même. De plus, le frère s'occupait également d'elle de temps en temps. Plusieurs fois, elle a voulu faire peur à la personne qui lui a fait du mal en lui disant qu'elle raconterait tout ce qui se passait à ses parents, mais lui n'avait jamais arrêté, disant que personne de toute manière ne la croirait. Elle n'a plus recroisé cette ordure jusqu'à un moment où elle était en 6e, où elle l'a croisé à un arrêt de bus où il était en voiture. Et elle, le voyant, s'est figée sur place et lui a fait un grand coucou avec un large sourire. Elle ne sait pas si cet homme a eu ce type de comportement avec d'autres enfants. Est-ce que c'est pour cette raison que les enfants ne revenaient plus? Ça, elle l'ignore. Mais tous ces événements lui ont laissé énormément de séquelles. Aujourd'hui, elle est bien plus âgée, elle est à la fac, et bien qu'elle ait grandi, c'est quelque chose qui la marque encore aujourd'hui. Elle tenait à dire aux personnes qui ont vécu ce genre de comportement qu'il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un à qui on fait confiance ou appeler la police, et que dans ce genre de situation il ne faut surtout pas rester seul, il faut absolument en parler à quelqu'un, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Clara, si tu te reconnais, merci à toi, merci pour ton témoignage, j'espère que je l'ai bien raconté. Je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère au plus profond de mon cœur que cette ordure n'a pas fait de mal à d'autres personnes et qu'il a été mis hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Et je répète ce qu'a dit Clara, si vous vivez ce genre de situation, parlez-en, c'est important parce que peut-être que vous-même quand vous êtes dans cette situation, vous ne voyez pas quelles sont vos solutions de sortie, mais quelqu'un qui est extérieur à tout cela pourra vous aider, vous venir en aide et vous extirper de cette situation insupportable. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Maya. Maya nous raconte qu'elle a deux passions, l'urbex et la photo. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a jumelé ces deux passions et elle réalise donc des photos dans des lieux abandonnés, donc pour de l'urbex, et elle réalise également des shootings photos avec des modèles. Dans l'histoire qu'elle m'a partagée sur Instagram, Maya nous dit qu'elle était partie dans une maison abandonnée pour réaliser un shooting photo et elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'une modèle. Cette histoire me rappelle quelques souvenirs parce qu'il se trouve que ma propre grand-mère réalisait la même chose. Elle faisait des shootings dans des lieux abandonnés comme ça. Effectivement, mamie n'avait peur de rien. Maya nous raconte que le lieu où elle s'est rendue, la maison abandonnée, avait à l'intérieur plusieurs appartements. C'est comme si en fait la maison n'était pas une seule et unique maison, mais qu'elle était découpée et que donc plusieurs personnes y vivaient. À l'extérieur de la maison, il y avait une plaque qui indiquait que dans le bâtiment, il y avait un horloger qui avait son atelier chez lui. C'est quelque chose qui se faisait peut-être à l'époque, avoir son petit commerce chez soi. Bon, pour s'assurer quand même que tout va bien, que tout est en ordre, les deux femmes, Maya et le modèle, décident de faire un tour de la maison pour être sûres qu'elles sont bien seules sur place. Ce serait assez dangereux de faire une mauvaise rencontre. Effectivement, elles sont bien seules dans les lieux, elles s'en sont assurées et donc le shooting photo peut enfin commencer. Plusieurs photos sont réalisées, que ce soit du modèle ou des lieux, pour avoir un souvenir également de la maison abandonnée. Et les deux femmes décident de finir ce shooting photo en prenant des photos dans le petit jardin de la maison. Le petit jardin se trouvait
à l'arrière, à l'extérieur évidemment, et alors que le shooting arrive à son terme, Maya et sa modèle entendent une fenêtre claquer. Mais pas claquer suite à une rafale de vent, claquer de manière plutôt régulière. Évidemment, c'est quelque chose qui a surpris Maya. Avec sa modèle, elles se sont regardées d'un air assez étonné, se demandant toutes deux ce qui pouvait bien se passer. Et un peu comme ça, pas forcément pour faire une blague ou quoi, mais naturellement, Maya va parler en direction de là où venait le bruit de la fenêtre. Et elle dit: c'est bon, on a bientôt fini, on va bientôt partir. Et dès qu'elle a terminé sa phrase, la fenêtre a arrêté de claquer. Maya a beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu faire peur à Maya et à son modèle en utilisant un fil de pêche? C'est quelque chose qui semblait peu probable parce que, rappelez-vous, Maya a fait le tour de la maison et il n'y avait personne. Peut-être que quelqu'un se serait caché pendant que les deux femmes faisaient le tour de la maison, mais la maison à l'intérieur était en très mauvais état. Il y avait des débris partout, donc marcher à l'intérieur de la maison, eh bien ça produisait énormément de bruit. Donc impossible encore que quelqu'un se soit caché et soit allé jusqu'à la fenêtre. Donc l'explication, sachant qu'on n'arrive pas forcément à expliquer ce qui se passe, c'est l'explication paranormale. Maya se dit, effectivement ça ferait entre guillemets une belle histoire, que l'esprit de l'horloger, dont la plaque était affichée à l'entrée du bâtiment, était toujours dans les lieux et que peut-être Maya et sa modèle, de par leur shooting photo, le dérangeaient dans son travail. C'est là que le témoignage de Maya se termine. Merci à toi Maya de m'avoir partagé cette histoire et de m'avoir partagé les photos du lieu où tu t'es rendu. Ça aide un petit peu à avoir un peu plus dans l'histoire ce qu'il s'est passé. Effectivement, c'est une histoire assez mystérieuse. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je pense que on peut se pencher sur une théorie rationnelle, celle à laquelle tu as pensé, le fil de pêche, le fait qu'il y ait quelqu'un. Peut-être quelqu'un vivait dans les lieux et donc cette personne savait comment traverser la maison sans faire de bruit, peut-être en passant par tel endroit ou tel endroit. Bon, je ne suis jamais allé dans cette maison, donc je ne peux pas dire vraiment comment sont les lieux. Peut-être que vraiment il y a des débris vraiment partout et donc c'est impossible de ne pas faire de bruit. Ça, je ne sais pas. On a aussi la théorie, évidemment, paranormale. Et c'est sûr que de par l'histoire du lieu, de par le lieu aussi en lui-même, un bâtiment abandonné, on peut se dire, en tout cas c'est quelque chose qui enrichit cette théorie, qu'il y a effectivement quelque chose de paranormal. Ça pourrait être intéressant, on va appeler peut-être le grand JD pour le faire, d'aller dans cette maison avec des instruments pour voir s'il y aurait effectivement une activité dans cet endroit. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Qui sait, peut-être que j'irai moi-même vérifier tout ça. Les amis, on va maintenant passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire très sensible. Donc je vous le répète, si vous voulez passer directement à la troisième histoire, voici ici le petit timecode, là où vous devez vous rendre pour être sûr de ne pas l'entendre, sachant qu'elle peut en traumatiser certains. Pour ce témoignage, nous allons appeler la personne qui me l'a partagé, Célia. Nous sommes le 21 mai 2021. On est le soir de cette journée. Célia était sortie vers 22 h pour sortir les poubelles. Elle était âgée de 14 ans au moment des faits et pour nous donner un petit peu de contexte, elle nous dit qu'elle vivait dans une impasse et que au bout de cette impasse, il y avait les fameux conteneurs, là où elle devait mettre ses poubelles. À chaque fois, quand elle sort ses poubelles, elle est plutôt tranquille, elle met ses écouteurs, et là, cette nuit-là, ça ne dérogeait pas à la règle. Elle était tranquillement sortie, la musique dans les oreilles, sans se douter de l'horreur qui allait lui arriver. Elle a marché jusqu'au conteneur, jusque-là, aucun problème. Elle était en train de jeter des morceaux de carton dans les poubelles appropriées. Et c'est là que, du coin de son regard, alors qu'elle est toujours en train de jeter les poubelles, elle voit un homme qui commence à se rapprocher d'elle sur sa gauche. Elle se trouvait au bout de l'impasse, et au bout de cette impasse, il y avait une rue perpendiculaire qui passait. Et en fait, pour aller dans l'impasse, il fallait tourner. L'homme venait de cette fameuse rue perpendiculaire. Et là, Célia ne se dit rien du tout. Elle se dit que c'est simplement un homme qui passe par là. Donc Célia continue de jeter les poubelles. Une fois qu'elle a terminé, elle fait demi-tour. Et pour nous donner un petit peu plus de contexte, elle nous raconte que les poubelles ne sont pas directement collées au mur. C'est-à-dire qu'elles sont sur le trottoir, mais on peut passer derrière. Et bien l'homme qui passait sur la route à côté s'est précipité justement dans ce chemin étroit pour rattraper Célia. Il l'a plaquée contre le mur. Il a mis sa main sur sa bouche. Il a posé son autre main sur sa poitrine. Célia, elle, était vêtue d'une robe et elle a entendu l'homme ouvrir sa baguette. L'homme a ensuite abusé de Célia. Tout est très flou dans sa tête et on peut totalement le comprendre. Ça s'est passé très vite. Elle était
simplement paralysée. Rappelez-vous, elle avait ses écouteurs sont tombés. N'ayant plus la force de tenir son téléphone, elle l'a fait également aussi tomber par terre. Et après que l'homme ait commis cet acte clairement cruel, il est parti, comme si de rien n'était. Célia, elle est restée sur le sol, à terre, en pleurant, sans savoir ce qu'elle devait faire. Elle n'avait pas réussi, dans la panique, dans la paralysie, à voir le visage de l'homme. Et après, au bout d'un certain temps, elle est rentrée chez elle. C'est 2 semaines après qu'elle a eu le courage de parler à ses parents de ce qui s'était passé. Ses parents l'ont emmenée pour déposer plainte. Et là, encore une fois, une horreur s'est de nouveau produite. Elle est allée au commissariat pour parler de ce qui est arrivé, pour porter plainte. Et ce qu'on lui a répondu, c'est que ce qui s'était passé, c'était de sa faute. Les policiers lui ont dit qu'elle aurait dû crier, qu'elle aurait dû se débattre, plus qu'elle ne l'a fait, et qu'elle n'aurait jamais dû porter la robe qu'elle portait ce soir-là. Cet événement qui s'est produit l'a traumatisée. Souvent, quand Célia croise un homme, elle se dit peut-être que c'est lui qui m'a fait du mal. Elle n'en a jamais vraiment reparlé, elle n'a pas été voir un psy, non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce que ses parents considèrent que ça c'est quelque chose qui malheureusement est un sujet qui revient beaucoup. Mais beaucoup pensent que les psys c'est uniquement quand on est fou, alors qu'on peut aller voir un psy juste parce qu'on a un mal-être. Et quelque chose que Célia m'a dit dans son témoignage, c'est qu'elle a en quelque sorte honte de ce qui s'est passé, elle se sent très sale. C'était une relation non consentie, quelqu'un est rentré dans ton intimité, donc se sentir sale comme ça, c'est clairement normal, quelqu'un est rentré dans son intimité. La personne qui devrait avoir honte de tout ça, plutôt les personnes, c'est déjà la personne qui, Célia, t'a fait du mal. C'est aussi les policiers qui ne t'ont pas aidé, qui n'ont pas pris ton témoignage au sérieux. Ce que dit la police concernant la tenue de Célia est totalement idiot. Qu'une femme se balade en manteau long ou en culotte dans la rue, c'est pas du tout quelque chose qui justifie un abus. Rien ne justifie de faire du mal à quelqu'un. Célia, bon, c'est pas ton vrai prénom, mais je m'adresse directement à toi. Tu n'as pas à avoir honte, tu peux plutôt être très fier de toi. Fier de toi parce que tu continues d'aller de l'avant. Même si cet événement t'a marqué, t'a traumatisé, tu continues de faire de ton mieux. Tu m'as dit que aujourd'hui ça allait beaucoup mieux, j'en suis vraiment très heureux. En tout cas, sache que il y a des personnes qui ne s'en fichent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ton histoire à la légère. Je te remercie pour ton témoignage et la seule chose que je peux te souhaiter pour la suite, c'est d'être heureuse et de le rester. Dans les commentaires, je compte sur vous pour envoyer un maximum d'amour à Célia parce qu'elle le mérite totalement. Maintenant, je vais vous présenter le témoignage de Selena. Selena m'a dit qu'elle avait toujours depuis petite été sensible à tout ce qui est paranormal. Il lui est souvent arrivé des événements assez étranges qu'elle n'explique pas, elle a souvent ressenti des choses, mais ça ne l'a jamais perturbée plus que ça, jusqu'au moment où elle a vécu l'histoire qu'elle me partage. Elle nous dit qu'elle a emménagé dans un nouvel appartement en compagnie de son petit ami, un appartement qui date au moins de la Seconde Guerre mondiale. Et dès le début, dès son installation sur place, elle a ressenti quelque chose de bizarre, une présence étrange. Comme quand elle était plus jeune, elle ressentait, mais ça ne la dérangeait pas forcément plus que ça. Elle n'avait pas l'impression d'être folle, son petit ami lui était quelqu'un de très rationnel, très sceptique, qui cherchait souvent des explications à ce qui pouvait se passer, mais lui aussi a assisté à des choses qu'il ne peut pas vraiment expliquer. Un soir, le couple était posé sur le lit, les amoureux étaient en train de parler tranquillement. Et c'est là que ils ont vu, mais également entendu, quelque chose qui a tapé sur le lit. Ils n'ont pas vu une main taper sur le lit. Ils ont vu l'impact, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, si vous tapez sur quelque chose, il va y avoir un petit mouvement. Ils ont vu ce mouvement-là, ils n'ont pas vu d'où venait l'impact. Ils n'ont pas vu quelqu'un venir dans la chambre taper sur le lit, mais ils ont vu un mouvement et ils ont entendu le bruit qui va avec. Ça les a fait sursauter, mais ils sont vite passés à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'affoler. Parfois, quand on a peur de quelque chose, se dire qu'on en a peur et en faire entre guillemets tout un drame, ça accentue la peur. Donc, ne pas en tenir compte, ça permettait d'être un peu plus serein. C'est une technique, ça marche pas pour tout, mais ça peut aider. Et c'est à partir de ce moment-là, quand les jours ont passé un petit peu, que là, Selena a commencé à faire des rêves assez particuliers. Elle rêvait d'un homme qui se trouvait dans son appartement et cet homme lui parlait. Il disait qu'il était mort ici. La première fois qu'elle en arrivait, Selena a pris ça pour un simple rêve, mais c'est au deuxième rêve que là, elle a pris les choses très sérieusement. Elle arrivait à peu près de la même chose, du même homme, qui répétait qu'il était mort là, mais il disait également que sa mère et sa sœur étaient morts ici. Et il essayait d'attraper Selena pour
la faire se lever et l'emmener pour lui montrer exactement où c'était. C'était une prise assez agressive. Selena se souvient qu'elle arrivait un peu à se mouvoir. Donc pour elle, ce qu'elle avait là, ce n'était pas une paralysie du sommeil parce qu'elle arrivait un peu à bouger. Elle essayait de réveiller son copain, mais son copain ne se réveillait pas. Et à un moment donné, elle se réveille complètement. Elle ne sait pas si elle a encore rêvé ou si elle était dans une phase de demi-sommeil. Mais quand elle a bien repris conscience des choses qu'il y avait autour d'elle, là, il n'y avait personne. Sur le coup, Selena s'est dit qu'elle était probablement fatiguée à cause de son travail, mais ça ne s'est encore pas arrêté là. Un autre soir, alors qu'elle était à table, elle et son petit copain ont entendu des bruits de pas à une certaine distance. Ça les a fait sursauter, mais encore une fois, ils décident de ne pas surréagir face à la situation. Après le dîner, le couple est allé devant la télévision, sauf que là, encore une fois, un événement étrange s'est produit. Les chaînes étaient changées, mais à une vitesse ahurissante. Comme si en fait quelqu'un appuyait de manière frénétique sur les boutons alors que personne ne tenait la télécommande. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et le couple a décidé d'en rire. La soirée a continué. Là, Selena et son petit ami regardaient un film tranquillement et ils ont entendu la poignée de la porte d'entrée être utilisée, comme si quelqu'un la tournait. Il y a eu 3 à-coups et là, le couple a compris que quelque chose n'allait pas. Parce que la disposition de l'appartement où Selena vit avec son petit ami est assez originale, assez atypique. Elle nous dit qu'en fait son appartement se situe au-dessus d'une banque. Et au-dessus de cette banque, là où il y a l'appartement, il n'y a qu'un appartement et c'est celui de Selena. En fait, il y a une petite porte à côté de la banque, on rentre avec des clés, on monte un escalier et on se retrouve au niveau de l'appartement. Mais c'est pas un immeuble avec plusieurs appartements. Donc impossible que quelqu'un d'extérieur soit rentré. C'est pas un truc qui marchait avec un digicode ou quoi, c'était badge ou clé. En plus, l'appartement est un peu vieux, donc tout fait du bruit. Et il n'y a eu aucun bruit devant la porte d'entrée. C'est quelque chose qui a fait une belle frayeur au couple, mais ils ont décidé de ne pas en tenir compte, mais de ne pas s'inquiéter plus que ça. C'était simplement un événement étrange à ajouter sur la liste. Et il y a eu un dernier événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé une semaine avant que Selena m'envoie son témoignage. Elle se trouvait seule dans la chambre, elle était prête à dormir, et elle a entendu des bruits de pas dans son couloir. De plus, la porte de sa chambre bougeait toute seule. Et petite cerise sur le gâteau, Selena nous a partagé une vidéo. La tête de ma mère que cette porte elle bouge. On est d'accord, il y a R. Il y a pas de chat. Il y a rien. Il y a un moment donné, faut lâcher le genou. C'est mort. Là, je voulais partager de manière brute, telle qu'on la voit. Mais il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que, alors peut-être qu'il y a des explications, hein, moi je prends ça vraiment comme je vois la vidéo, c'est qu'au tout début, j'ai l'impression qu'on entend des bruits de pas. Il y a des grincements étranges. Alors, loin de moi l'idée de remettre la parole de qui que ce soit, je n'étais pas sur place au moment de la prise de la vidéo, donc je ne sais pas dire si les grincements sont dus au fait que Selena bouge, et du coup peut-être qu'elle pose son pied sur le plancher et c'est ça qui fait que ça grince, ou si ça vient vraiment d'ailleurs. Ça je ne saurais pas le dire. J'ai l'impression aussi, après on peut peut-être débunker la chose très facilement, mais que la porte quand Selena bouge aussi. Après c'est peut-être un effet d'optique, vu que j'ai l'impression de le voir quand Selena bouge, en fait c'est juste elle avec son mouvement de la caméra qui crée cette illusion. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est ici que le témoignage de Selena s'arrête. N'hésitez pas à me dire vous, et bien ce que vous pensez avec la vidéo notamment. Alors je tiens à préciser, hein, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je remets pas du tout en doute ce que m'a raconté Selena. J'explique juste pourquoi, par exemple sur la vidéo, j'ai l'impression parfois de voir ça. J'essaie peut-être de trouver des éléments, mais des éléments que j'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, Selena, merci pour ton témoignage. Si je peux te donner un petit conseil, alors peut-être que tu l'as déjà fait, hein, mais si effectivement il y a un esprit, ou en tout cas des énergies dans ton appartement, ce que tu peux faire, c'est brûler de la sauge pour essayer de purifier les lieux. Peut-être que ça peut aider, peut-être pas du tout, mais c'est une idée. Je te conseille de le faire si tu ne l'as pas déjà fait, et puis tu m'en diras des nouvelles, tu me diras si jamais ça a aidé ou pas dans les événements étranges qui te sont arrivés à toi et à ton petit ami.